Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le lundi 15 janvier 2024. Vous écoutez le podcast LC2, le café de l'e-commerce, saison 5, épisode 178, en direct de New York, depuis notre studio d'enregistrement, le boudoir du Harlow Hotel. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien l'Américain. Hello everyone, bonjour à tous, I am Adrien, nice to meet you. Et en plus on est à côté d'une soirée Salesforce, il doit y avoir beaucoup de bruit, je crois qu'ils ont entendu le dernier épisode, ils se sont dit on va se rapprocher d'eux, ils ont l'air cool. Le café de l'e-commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de rêver à des températures moins glaciales. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce US, pas cheesy et encore moins creepy. Le café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, retour sur le deuxième jour de la NRF. Pendant 3 jours, on vous fait un récap de ce qu'on a vu, entendu. Cette série s'appelle NRF pour notre récap français. Laetitia, Adrien, prêt, synchronisation des montres. Laetitia, cette journée là, il est 22h. On va pas commencer à dire qu'on est fatigué, etc. Parce qu'on est dans un joli cas, donc on n'a pas le droit de se plaindre. Et ça, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Moi, je suis pas d'accord avec toi. On a le droit d'être fatigué, même dans un endroit somptueux. C'est comme Benioff qui est dans son avion et dans son jet privé à manger des olives et qui se plaint. N'importe quoi. Et moi, je suis fatiguée. Je suis dans un très bel endroit, mais je suis fatiguée. Bon, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait pas mal de conférences, 2 pour ma part, sur les marques, sur le Customer Journey et puis sur la Love Brand. On a fait aussi pas mal d'interviews, Adrien. Je crois qu'on en a fait 4. J'ai mis 3, mais en fait, on en a fait 4. Et puis surtout, on a parlé à des techs et à des retailers qui valent vraiment le détour. C'était une journée très très cool. On commence comme d'habitude avec les quelques petits trucs qui nous ont marqués, 3 choses qui nous ont marqués. Je commence Adrien, tu commences avec ma grande galanterie. Exactement, légendaire. Et Quelle est la première chose qui m'a marqué, c'est l'année dernière, on parlait beaucoup, on parlait que ça de la supply, tu sais, la Chine qui bloquait tout, donc on n'arrivait pas à s'approvisionner et on n'en parle pas du tout cette année. Personne ne parle de ça, on l'a un petit peu évoqué, mais c'est vrai qu'on l'oublie. Et cette année, on parle de quoi ? On parle de prix. Et oui, alors c'est très difficile, il faut revoir ses prix, c'est très concurrentiel. On sait que les matières premières sont de plus en plus chères et donc le prix, c'est comme à Grocery Shop d'ailleurs, on en parlait beaucoup. Je trouve que ça fait un bon lien avec ce qu'on voyait il y a quelques mois. Donc mon premier un petit peu la journée, ce qui m'a marqué aujourd'hui, c'est la grande discussion autour du prix et puis l'éclipse totale de la supply. Laetitia, une chose qui t'a marqué d'aujourd'hui ? Une chose qui m'a marqué, c'est qu'on a enfin retrouvé le social shopping, une vraie place et pas juste une petite place accessoire, gadget. Et je parle de social shopping intelligent qui admet enfin que la plateforme sociale est le début de l'engagement avec le client et pas une fin en soi. C'est pas la fin de la Customer Journey, c'est pas la piste d'atterrissage de la Customer Journey. Adrien, ton deuxième point de la journée. Ton coup de cœur, c'est les fintech. Les fintech, j'ai mis ciao les nazes. Il y en a plein, mais inintéressantes. C'est pas du tout le salon des fintech qu'on avait pu voir. Je me souviens plus l'année dernière s'il y en avait un paquet, mais alors j'en ai vu quelques-unes et c'était très inintéressantes. Elles ont rien à raconter. On sent qu'elles tirent un peu plus la langue. Elles tirent la tronche, elles tirent la langue, elles font la gueule. Voilà, c'est pas pour me déplaire. Je vais pas dire que je suis amoureux du secteur des fintech, mais les belles heures de la fintech, j'ai l'impression que c'est un petit peu derrière nous et que ça s'est rationalisé. T'es d'accord ou pas avec moi? Je suis pas d'accord et j'en parlerai en conclusion. D'accord, ok, super. Ton deuxième point, c'est quoi ? On va débattre en conclusion alors. Mon deuxième point, c'est que ça y est, enfin, il y a des vrais cas d'usage de l'intelligence artificielle appliquée au retail. J'ai notamment assisté à une conférence, celle de Victoria's Secret, qui donnait des vrais cas d'usage sur l'intelligence artificielle. Tu nous en parleras tout à l'heure ? J'en parlerai tout à l'heure. Cool. Et moi, ma troisième chose, c'est l'effervescence des pépites start-up israéliennes, américaines qui sont à San Francisco, avec des Frenchies notamment, des Canadiennes qu'on découvre au coin du salon, au détour des allées, ou encore des boîtes qui sont au fin fond des US, on sait même pas où, et qui font des choses intéressantes, donc très américano-centriques. Donc j'étais très content parce qu'il y a eu plein de tech. On a fait le listing aujourd'hui. Il y a eu plus de 14 tech, une quinzaine de tech qu'on a rencontrés. Alors on en a vu beaucoup plus, mais on va dire une quinzaine sur lesquelles on a fait beaucoup de longues discussions, des démos, etc. Donc c'était très très cool. Et toi, Laetitia ? Et moi, de mon côté, la troisième chose, c'est la vidéo qui est enfin envisagé comme un allié de la conversion. Le binge-watching, j'en parlerai aussi tout à l'heure, c'est le nouvel UGC. On en parlait un peu l'année dernière, la vidéo déjà, non ? Ouais, on en parlait un peu. T'as raison, sur le live streaming, je crois. Mais sur le live streaming. Et là, ça y est, on a un nouvel aspect qui débarque. Je suis d'accord. Et encore une fois, peut-être c'est le TikTok. Tu vas savoir qu'il parle, mais il parle de TikTok, etc. C'est l'influence de TikTok. Ouais. Donc pas mal.
Adrien, on a vu pas mal de tech, tu l'as dit, on en a vu une quinzaine. Moi, j'aimerais bien que tu me cites les 3 de la journée, ou peut-être déjà tu vas commencer par une, la tienne. Donc c'était très difficile parce que sur les techs, il faut choisir. Alors on pourrait flouder le podcast et en balancer plein. On a décidé d'être sélectif. Et more to come dans le back to from, c'est comme ça qu'on dit pour le teasing, c'est ça? Ouais. Je crois que non, le more to come c'est dans le podcast. Parce qu'il y a peut-être 3 heures, 4 heures de podcast, donc vous aurez tout. Non, la première c'est writer comme écrire. L'écrivain plutôt. L'écrivain, c'est ça. Oui, parce que write, c'est écrire. Writer, d'accord, c'est lui qui écrit. Donc l'écrivain. Ou l'écrivaine, si on est avant-gardiste. Oh là là, exactement, complètement. Et alors, en fait, c'est quoi ce writer? C'est un outil qui est à destination des retailers, mais n'importe qui finalement, qui travaille. Et c'est une sorte de chat GPT spécialisé pour les retailers. En l'occurrence, pour le salon de l'ANF, c'est retailers, mais ils n'ont pas que des clients. Voilà, ils n'ont pas que des clients e-commerce ou retailers. Et donc, en gros, ils ont développé leur propre LLM, mais il faut le voir comme un super chat GPT. Hein. Ils ont pris leur propre LLM, donc on va dire leurs propres données qu'ils ont entraînées. Par-dessus, ils ont configuré tout ça pour que ça soit vraiment adapté à des usages pro. Comme si tu écrivais une campagne marketing où tu faisais de la pub, etc. Ou que tu voulais revoir tes descriptions. Et puis, ils permettent de le personnaliser avec aussi ton ton, la manière dont tu t'exprimes, etc. Donc, très similaire à ChatGPT. Moi, j'ai pas été bluffé parce que finalement, c'est tout ce qu'on fait déjà avec ChatGPT. Mais là où il faut être bluffé, c'est qu'en fait, le retailer ou la marque, elle est en contrôle de ses données. Elle ne donne pas tout à OpenAI. Donc, en fait, c'est un ChatGPT adapté pour les retailers. Ils ont des superbes noms. C'est ce qui m'a surpris. Enfin, c'est ce qui m'a surpris. Ça m'a surpris parce qu'en fait, ça me paraissait pas ouf ce qu'ils proposent. Mais en fait, en 5 secondes, tu comprends ce qu'ils font. Ils ont des superbes références, ils grandissent très vite. Ils sont en train de développer le multilingue dans une 40aine de langues, donc ça sera disponible dans toutes les langues. Ils sont en train de développer le image to text, donc tu vas pouvoir aussi lire ou comprendre les bannières, les visuels, les photos sur tes produits, les packaging, et puis il va pouvoir comprendre toutes ces choses. Donc écoute, voilà. Et puis une boîte américaine, Adrien? Boîte américaine qui a été existent depuis longtemps. Exactement. J'adore leur poser cette question. 2020, je crois qu'ils ont rebrandé, ou en tout cas, ça a été fondé en 2020, mais je sais plus si c'est la boîte qui a été rebrandé en 2020 ou pas. C'est une boîte californienne. Je sais pas s'ils sont californiens, mais en tout cas, ils ont tout compris. Ils sont arrivés avant le Covid, avant ChatGPT, l'explosion, et ils étaient sur le bon positionnement, donc ils ont complètement explosé depuis ces 18 derniers mois. Donc Writer, c'est la première reco. Est-ce que tu crois que c'est une boîte que les retailers français pourraient utiliser? À 1000%. 1 milliard de pourcents. Et je suis certain qu'il y a des boîtes françaises qui font ça, qu'on voit pas encore. Et sinon, soit ils vont arriver en France, ou soit il va y avoir des concurrents. Mais c'est un no-brainer. C'est évident que ce genre de solution, c'est le quick win, c'est le truc évident à utiliser. Tout le monde te dit, utilise pas ChatGPT parce que les données, elles sont envoyées aux US, tu les contrôles pas. Là, tu as ton propre outil qui est hyper spécialisé, qui fait du super bon boulot, qui est automatisé en 3 clics, tu l'utilises. Ouais, je parle vite parce que je suis emballé, mais en fait, ça me paraît évident que ce genre de solution, simple à comprendre, simple à utiliser, et l'usage, il est canon. Laetitia, ta tech de la journée. Mango Apps, c'est donc comme son nom l'indique. C'est une app. Une app. Voilà. Qui permet de commander des mangues. Pourquoi Mango App, tu penses? Je sais pas. Et en plus, tout leur branding est basé autour de la mangue. Au moins, c'est original. Et tous leurs goodies étaient autour de la mangue. Je sais pas si tu te souviens, ils nous proposaient des morceaux de mangue séchés. Non, je vais pas, mais ça fait grossir. Bon, ok. N'importe quoi. Je voulais faire la Laetitia parce que t'adores imiter les gens avec cette voix, donc je voulais essayer d'imiter comment tu parles. J'aime pas les mangues desséchées, quoi. Alors, que font-ils, Laetitia? Eh ben, écoute, c'est une super app à destination des workers, des frontline workers, c'est comme ça qu'on appelle. Exactement, des employés. Alors, ce sont les employés et principalement les commerciaux, ceux qui sont sur le floor, comme on dit si bien dans la vente. Et donc, c'est une application qui va permettre d'engager, d'impliquer tous ces salariés-là, et on va pouvoir les onboarder quand ils arrivent, mais aussi quand ils décident de partir, suivre la façon dont ils vont quitter l'entreprise, mais aussi ce qui est très important, et c'est un petit peu ce que j'ai trouvé de différenciateur par rapport aux autres acteurs, il y a la fonction de rewarding. En fait, tous les challenges commerciaux sont directement gérés depuis cette application. Et l'autre chose, moi, qui m'a séduite, c'est que il y a la prévention des risques. Tu sais, en entreprise, tu as toujours des formations sur la prévention des risques, le soin, enfin pas le soin, mais le care, comme on dit, la santé, et tout ça est intégré dans cette application. Le burn-out quand tu travailles avec une associée qui te toute la journée, qui te fait travailler du matin au soir. Tu peux télécharger l'application. On va devoir l'utiliser alors. Tu vas devoir l'utiliser. Tu as des numéros d'urgence que tu peux appeler. J'adore. Tu as des feedbacks en temps réel. Voilà. Génial. Ok, super. Un psychiatre à ta disposition en temps réel. J'en parle à ma manager RH, celle qui m'a embauché et celle qui me tyrannise. C'est très bien. Bref, attends, Laetitia, on est toujours dans le super app
de la workforce. Ah bah justement, très bonne transition pour la question que je me pose. Est-ce qu'elles font pas toutes la même chose, toutes ces apps là? Bah oui, écoute, c'est quand même la troisième ou la quatrième à qui on parle. Oui, c'est au-delà d'une application HR très classique. Ça va un petit peu plus loin, mais finalement oui, elles font toutes la même chose. À part la Mango Apps qui va plus loin dans la prévention des risques et sur le rewarding, donc tout ce qui est la récompense autour des challenges commerciaux. Franchement, quand je les écoute, les Workday et compagnie, et un paquet qu'on a vu, la première chose qui te dit, on est une super app, ok, whatever. Enfin bon, on peut en discuter. Comment tu définis la super app, ce que ça veut dire, mais en gros, une app pour tout faire. Et deux, on est super sexy, super facile à utiliser, etc. Ouais, donc, alors Workday, on leur a parlé. Eux, ils mettent de l'intelligence artificielle dans tout ce qu'ils fait et tout ce qu'ils proposent, dans toutes les fonctionnalités qu'ils proposent, et notamment pour de la recommandation, pour de la prédiction. Par exemple, là, on va te prédire de suivre telle ou telle formation parce qu'on sent que t'es un peu moyen, ou alors t'es excellent et on va te suggérer de demander une augmentation. Il me le faut tout de suite. Faut qu'on la télécharge, que je refuserai bien évidemment, Adrien. Okay. Mais donc je me plaindrai, je m'aiderai en PTO, je me mettrai en congé. Voilà, donc oui, elles se ressemblent toutes parce qu'elles se définissent comme des super apps et qu'elles sont dans des indicateurs de performance. En revanche, toutes n'utilisent pas l'intelligence artificielle et je pense que toutes ne sont pas sur les mêmes segments. Et enfin, la troisième tech de la journée, c'est une tech qui m'est chère à mon cœur parce que j'ai eu un coup de cœur littéral pour cette tech. C'est une boîte américaine. Pardon, c'est une boîte. T'as mis des billes non, mais je crois qu'ils n'ont pas besoin de billes. Ils ont déjà des grosses billes dans leur poche. Eux, okay. Ils ont levé de l'argent, beaucoup de sous-sous dans la poche. C'est une boîte israélienne qui s'appelle Watchful. Qu'est-ce qui se passe? Et Watchful, ils font quoi? Ils font de l'analyse concurrentielle. Alors, je sais pas si c'est exactement comme ça. Il faudrait que je vois sur leur site comment ils se positionnent. Mais en général, les solutions d'analyse de la compétition, de l'analyse concurrentielle, ils regardent le prix, ils te permettent de monitorer en temps réel le prix. Ils font tout sauf ça. Et ça veut dire quoi tout? C'est toute l'expérience client, toute la navigation, les campagnes, les tests AB, etc. Vraiment, on est dans l'expérience client et dans tout ce que tu vas voir quand t'es justement un client sur ton site web ou sur une app. Ils vont l'analyser, ils vont te faire des recommandations. Donc toi, par exemple, tu es Carrefour. Bon, ils me prenaient l'exemple de Walmart. T'es Walmart, tu vas lister les dizaines de concurrents. Ils vont envoyer leurs robots analyser tous les concurrents et ils vont te faire ensuite des reportings sur ce qui t'intéresse, sur les changements, sur les modifications. Et un exemple concret, c'est je prépare les soldes. Et ils vont voir comment les concurrents proposent leurs soldes, les A/B tests. Et en fait, ça te permet, sans A/B tester une campagne, tu vas pouvoir voir les résultats de ton concurrent. Il a testé un message versus un autre. Qu'est-ce qu'il a choisi? Et ça permet de t'inspirer. Mais tout ça en temps réel? Temps réel, je sais pas, mais en tout cas, tu as le reporting régulier dès qu'il y a une modification, tu es notifié. Ouais. Okay. Donc, moi, j'ai été bluffé parce que le storytelling ou la value proposition, elle est monstrueuse. Ils sont assis, je trouve que l'idée est très, très smart, c'est très intelligent et surtout, ils sont assis sur la connaissance incroyable. J'ai parlé avec le fondateur qui est très, très sympa et en fait, il me disait, il est assis sur une expertise de malades qui sont pas encore en train de leverager. Donc, là, ils sont sur le produit, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils peuvent encore travailler. Qui pourrait les racheter, à ton avis? Je sais pas, j'en suis pas encore à là, je sais pas, nous peut-être, non? Peut-être, ouais. Non, très très belle boîte à surveiller, j'ai adoré ce qu'ils font. Mais ils visent les grands comptes, on est d'accord. Eux, ils me disent, tu sais, c'est les commerciaux, ils te racontent tout, les petits, les grands, etc. Ils travaillent avec des grands, ils pouvaient pas me donner les noms, ils me les a donnés en off, mais ils travaillent avec des très 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 gros grosses sociétés. Je sais pas si c'est Walmart, je ne cite rien au micro, Alicia, je veux pas de problème, mais en tout cas, ils travaillent avec des grands, mais vraiment, allez voir ça, Watchful, superbe texte. Encore une fois, c'est facile à comprendre et quand ils te racontent, ils t'expliquent ce qu'ils font, ils ont tout compris. Donc l'analyse concurrentielle de l'expérience client, site web et app. Adrien, on a fait d'autres choses aujourd'hui. On a assisté à des conférences. Ouais, on a fait plein de conférences, surtout toi en l'occurrence. C'était notamment deux que tu voulais mentionner. Notamment deux. La première, qui à mon sens était très intéressante, c'était Victoria's Secret avec sa COO. C'est ça? Chief Customer Officer, CCO. Ouais, c'est ça. Chief Customer qui était présente. Et cette conférence tournait autour du Love Your Customer, mais aussi de la Love Brand. Ce que j'ai appris dedans, c'est la personnalisation émotionnelle. Quand on est Victoria's Secret, ça s'est quand même fondé principalement autour de l'expérience en boutique, qui s'est renouvelée au fur et à mesure, mais surtout qui repose sur tout un cadre bien particulier. Je sais que tu aimes bien cette expression, Adrien, mais quand tu vas chez Victoria's Secret, tu nous as un très grand boudoir dédié à la lingerie et à la féminité. Et voilà, tout ça, c'est de la personnalisation émotionnelle. Ce que tu peux mettre en place en boutique, est-ce que tu peux facilement le transposer dans ton application ou ton site, à ton avis? Non.
Eh ben non, et c'était bien ça le problème qu'évoquait Victoria's Secret, c'est que son gros obstacle c'était ça. Comment est-ce que tu mets de l'expérience en ligne quand tu as de très fortes boutiques? Et alors elle a donné des exemples justement, elle a illustré ça avec comment le faire? Alors elle a illustré ça notamment à travers le programme de fidélité. Le programme de fidélité va t'aider à mettre de la personnalisation, à mettre de l'émotion et bah surtout mettre de l'upsell. Et elle a parlé aussi d'intelligence artificielle, j'en parlerai un petit peu plus tard. Ce que j'ai apprécié dans son discours, c'est qu'elle nous dit ok, mettre de l'IA pour mettre de l'IA, moi je vois pas l'intérêt. Et de dire que j'ai dopé toutes mes newsletters à l'intelligence artificielle, ça va pas m'aider. La technologie un peu fun, rigolote, oui, mais il faut que ce soit au service du client. L'idée, c'est que toute la réflexion autour de l'IA n'est pas juste j'ai intégré de l'IA, je l'ai mise au service du client. Et comment est-ce qu'elle a mis ça au service du client? Je te le disais, à travers le service de fidélité. Ils ont remis tout à neuf leur service leur programme de fidélité en juin dernier. Et je crois qu'elle citait un chiffre autour de plus de 40% de nouveaux utilisateurs et de nouveaux membres aussi dans le programme de fidélité. Et elle explique quelque chose de très marrant, c'est que quand on est chez Victoria's Secret, souvent on est monoproduit. On va acheter uniquement des soutiens-gorge ou uniquement des culottes. Comment est-ce que tu fais pour réconcilier ça et faire en sorte que tu achètes autre chose que ton produit phare? L'intelligence artificielle ici va venir faire des recommandations, va faire des prédictions. Par exemple, on sait que cette personne a acheté il y a très longtemps ce type de culotte et peut-être qu'elle va vouloir en racheter désormais. Un autre truc qui est vachement intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que elle a dit grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir proposer des combinaisons, tu vois, des looks, des assortiments, okay. Voilà, exactement, des combinaisons, et on va pouvoir aller chercher dans des collections très lointaines. Ou pas, bien évidemment. Ah, okay. Je crois que tu n'as jamais mis les pieds dans un Victoria's Secret. Correct, effectivement, voilà. Je n'ai jamais mis les pieds. Tu iras sur la 5e avenue et tu vivras une expérience incroyable. Je te laisserai y aller. Mais du coup, ça vaut le coup dans ce cas-là de faire les assortiments, etc. Quand tu as un paquet de infini et surtout ce qu'on appelle dans la mode le mix and match. Okay. Et ça, c'est une des spécialités de Victoria's Secret, c'est que tu peux faire beaucoup de mix and match. Cool, ça avait l'air super intéressant. Et la deuxième, alors, elle était tout aussi intéressante? La deuxième, non, écoute, j'avais de fortes attentes. C'était Bloomingdale's qui était censé nous parler de community space pour, de nouveaux magasins en réalité, pour accueillir de nouveaux clients. C'est quoi Bloomingdale? Je connais pas. Tout le monde connaît sur. Oui, je suis le seul sur Terre à pas connaître. C'est un magasin qui a plus de 150 ans. Okay. Je sais pas si c'est plus vieux que ça, que c'est Macy's, mais c'est genre le bon marché, un truc comme ça. C'est un genre de bon marché qui a une image un peu vieillotte. Et d'ailleurs, il l'admettait on stage. Ça a plus de 150 ans et du coup, c'est un grand department store en fait qui doit se renouveler pour cibler la Gen Z. Et c'est compliqué quand t'as pas une culture digitale et que t'as une culture très ancienne. Et donc là, ils expliquaient que c'est passé par la création de nouveaux espaces, de nouveaux magasins qu'ils appellent les Bloomies. Les petits magasins? C'est des plus petits magasins avec les produits les plus vendus ou les plus en vogue en tout cas, et dans des espaces entièrement revisités qui ressemblent étrangement à là où est-ce qu'on est en fait, dans des super hôtels avec une décoration assez épurée, avec de la esthétique, tu vois. C'est très Pinterest, c'est très Instagram, et où tu peux faire par exemple tes petits shootings quand t'es influenceur, ou toutes ces choses-là. Pareil, ce que je disais hier, il y a plus de caisses, donc le tap to pay, des vendeurs augmentés, des vendeurs qui font plus que de la vente. Ok, donc ils partageaient un petit peu cette nouvelle stratégie, ce qu'ils faisaient. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Qu'est-ce qui t'a interpellé là-dedans? Ce qui m'a interpellé, c'est que la personne de chez Bloomingdale's lisait littéralement toutes ses notes. Elle avait ses fiches. Ça, c'est sur la forme. Okay. Ah non, c'est boring à souhait. Franchement, tu n'arrives pas à le suivre. Ouais, donc et tu t'accroches pas et tu déconnectes. C'était le designer qui a mis tout ça en place. C'était hyper intéressant ce qu'il racontait, le choix des couleurs, le choix des matériaux, pourquoi, comment. Il y avait beaucoup d'émotions, c'est ce que je racontais tout à l'heure chez Victoria's Secret. Par contre, on comprenait rien à ce qu'il racontait, il ouvrait pas la bouche, c'était inaudible. Tu penses que tu étais la seule parce que tu comprenais rien? J'étais la seule parce qu'on n'était pas nombreux dans la salle et les gens partaient. Ah mince, fail, donc, méga fail. L'expérience, tu vends une expérience et finalement l'expérience que tu vends, elle est pourrie quoi. Ouais. Donc et en plus on parle de design, on parle de beauté, on parle de toutes ces choses là. Et ils étaient bien habillés parce que je sais que tu es sensible à ça. Ouais, elle a été super bien habillée. Lui pourri comme d'hab. Autre chose sur cette conf, je sais que tu veux parler 1 heure des habits, des outfits, donc non. Finalement, oui, créer des nouveaux espaces pour la Gen Z, je comprends qu'il faut arrêter avec le sujet est intéressant, c'est stratégique pour eux. C'est hyper stratégique et je sais pas, mais moi ça m'a rappelé par exemple dans l'épicerie, dans la grocery, dans la grande distribution, tu sais Carrefour qui innove avec des plus petits magasins ou même Amazon, tu vois. On est plus dans cette tendance là, mais avec du beau et de l'esthétique au cœur de la customer journey.
Ça s'est terminé comment? Enfin, c'était quoi la conclusion? Ah, ça s'est terminé même 10 minutes en avance. D'accord. Ouais, donc c'était un petit peu raté. Ils n'avaient pas très bien. C'était vraiment un fail. Alors que généralement, ils respectent le timing. Voilà. Ils ont parlé d'IA? Là, ils ont absolument pas parlé d'intelligence artificielle. Okay. Bon, c'est pas grave. Ils ont le droit de pas parler. Mais donc, il y avait pas trop de buzzwords. Pourtant, le sujet avait l'air hyper intéressant. Enfin, tu l'as teasé au début et je m'attendais à un truc de Je m'attendais à un cas de malade chez Bloomingdale's et en fait, absolument pas. Bref, assez parlé de moi et de ton côté, Adrien. J'ai assisté à plusieurs conférences. Il y en a une que je voulais te partager. C'était le titre est intéressant. C'est est-ce que le commerce composable va unleash, va libérer le potentiel, le full potential de l'IA. Donc en gros, grâce au commerce composable, on va pouvoir déployer complètement l'IA. Tu avais deux marques qui parlaient et Commerce Tools, plateforme e-commerce allemande nouvelle génération, on va dire ça comme ça, très très ouverte. Et tu avais Five Below. Je connaissais pas du tout. Tu connais? Non. C'est une chaîne américaine de magasins discount. Five Below, en dessous de 5, et qui vend que des produits à $5 au moins. Ouais. Exactement. T'as plein de petits jouets, etc. Je suis allé sur leur site pour regarder. T'as des produits de sport. Enfin, t'as plein de petits gadgets, etc. Le genre de magasin où je mettrais jamais les pieds. Pas parce que j'achète pas des trucs à moins de $5, mais c'est la foire fouille, quoi. Tu dois avoir plein de trucs. Et la deuxième marque, c'était la deuxième enseigne, c'est Wegmans Food Market. Est-ce que tu connais? Non. Et bah pareil, je connaissais pas. C'est une chaîne de supermarchés américaine qui a 110 magasins aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il racontait? Le speaker, c'était Jen, enfin la CMO de Commerce Tools, posait des questions aux deux personnes, le VP Engineering de Five Below et la Senior VP Technologie de Wegmans, donc plutôt des gens tech qui expliquaient comment est-ce qu'on fait l'IA grâce au commerce composable. Et en fait, tu peux enlever le commerce composable grâce à Commerce Tools, parce que c'est deux clients Commerce Tools qui sont parlés. Donc moi, je suis arrivé sceptique dans cette conférence. Je voyais pas le lien entre le commerce composable et l'IA. On essaye de tout mélanger. Et en fait, j'ai compris le cheminement intellectuel qu'ils ont démontré. C'est à la base, avant d'avoir de l'IA, il faut de la data. Donc, ok, certes, pour avoir la data et correctement avec l'hétérogénéité des systèmes, avec les choses qui évoluent très vite, la scalabilité, l'interconnexion des systèmes, il faut avoir un stack moderne, des outils qui puissent communiquer entre eux. Ça te permet d'avoir de la donnée correctement et ensuite d'utiliser cette donnée clean, enfin cette bonne donnée qui est bien capturée, qui est bien nettoyée pour faire de l'IA et avec des usages de l'IA. Donc ils ont donné quelques exemples d'IA. Ok, ça me va bien. Donc je comprends ce qu'ils essayaient de démontrer. C'était pas trop technique, Adrien? Alors non, pas du tout. Et justement, donc mon avis. Alors c'est un peu, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. C'est quand sur la forme il y a quelque chose qui va pas, c'est très dur de s'intéresser au fond. Et la première chose, j'ai trouvé que la CMO qui pose des questions, c'était pas du tout adapté. Elle lisait son truc, mais à la limite c'est pas grave, mais les questions étaient complètement inintéressantes. Les réponses étaient un peu plus intéressantes de la part des speakers, mais j'ai trouvé que ça fait un peu qu'est-ce que tu dis, quoi. Exactement, et avoir une CMO qui parle et surtout qui pose ce genre de questions nulles, j'ai trouvé ça pas du tout intéressant. Qu'est-ce que t'as contre les CMO, on peut savoir? Bon, rien, mais quand tu as deux techos devant toi, alors dans ce cas-là, vas-y, parlons de techos techniques, tu vois, et ouvrons le truc et parlons de trucs. Mais là, c'était très high level et les questions, elles étaient survolées, les réponses étaient survolées, donc moi, j'ai pas aimé. Tu t'attendais à des réponses non, mais des vrais use cases, des trucs arrêtons d'être dans les trucs de clients qui viennent parler pour expliquer comment Commerce Tools est génial. Donc ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est en quoi ça va débloquer l'IA. Ok, pour avoir un stack moderne, je vois comment tu peux faire le lien avec des outils comme je le disais. Les doutes que j'ai, premièrement, mais ça revient avec les doutes que j'ai sur le commerce composable, sur ce qu'on peut entendre, c'est la réconciliation de la donnée et des systèmes. Plus tu vas avoir de systèmes, plus il va être complexe de faire communiquer tout ça et de faire en sorte que la donnée soit réconciliée, soit propre. Donc il faut plus de gouvernance, la gouvernance sur les produits, enfin sur les personnes, sur les process, sur les produits aussi qui communiquent entre eux. Donc oui, c'est joli pour des personnes matures qui sont accompagnées, qui ont des budgets. Certes, tu peux faire des super trucs, mais là, je trouve que ça va même dans l'autre sens où le monolithe qu'on diabolise, et ben finalement, il a toute sa place parce que le monolithe, il va récupérer les informations. Ils ont déjà tout synchronisé où ils ont travaillé, c'est leur travail de travailler sur toutes ces briques pour pouvoir concilier la donnée. Et il y a un côté moins bordélique, quoi. Et plus facile. Du coup, c'est un peu plus plug and play. Mais bon, là, je me fais l'avocat du diable en disant, justement, si tu veux avoir déployer de l'IA plus rapidement, tu as un système qui récupère la donnée, qui a déjà fait sa petite tambouille interne depuis des années. Et je parle des Salesforce, Adobe, etc. Tous ceux que tu peux pointer du doigt quand tu t'appelles Commerce Tools. Et ça te rendra les choses plus faciles. Bref, je trouve que là, j'ai pas été convaincu. Enfin, je comprends ce qu'il vendait. Je ne sais pas si ça peut être appliqué pour tout le monde. Donc finalement, oui, la donnée, c'est super important, mais ça m'a juste confirmé
que au final de tous ces projets composables, on s'en fout complètement de ce mot. C'est la gouvernance avant tout, la maturité de la société, qu'est-ce qu'elle va le faire et comment elle va le faire, et que ça soit ensuite Mac, composable, LED, tout ce que tu veux, on s'en fout un petit peu. Donc conférence intéressant, mais je crois que c'est pour d'autres raisons que ce qu'il La salle était voulait. blindée, j'imagine. Non, je m'attendais à plus. Ah bon Et en fait, je pense que c'est là où il y a l'histoire du sponsoring. C'est présenté comme une plénière, et en fait, c'est au fond d'une salle à l'étage, etc. Donc là aussi, je trouve que j'étais un peu floué, tu vois. Je m'attendais. Bon, bref, ça on s'en fout, quoi. Oui, pour moi, ça avait la même importance que la voilà, Kinect. mais bon, là, c'est les trucs de NRF, les billets sous la table, Okay. etc. Donc voilà. Donc conférence. Le titre était super. Et à l'intérieur, j'ai trouvé mon intérêt juste en confirmant peut-être des choses que j'avais en tête. Mais les speakers étaient cool. Comme à notre habitude, nous avons rencontré les Frenchies de la NRF. Et aujourd'hui, nous avons parlé avec Sophie, Benjamin, David, Alexandre et Bernadette. Et je te propose tout de suite, Laetitia, qu'on écoute l'intervention qu'on a eue avec Sophie, qui était délicieuse. L'intervention était délicieuse parce que c'était très fun, très détendu, et on a appris un max de trucs. Et je sais que tu as adoré cet échange qu'on a eu ensemble, qu'on écoute tout de suite. Bon, nous avons croisé Sophie. Sophie Bissuel. Bonjour Sophie, comment tu vas? Bonjour Oui, Sophie. ça va très très bien. Je suis pleine de joie de vous avoir rencontré moi aussi. Merci de prendre le temps. Bah, merci à toi, Sophie. On ne s'est absolument pas quitté. Juste que tu travailles pour une grande marque que j'affectionne. Est-ce que C'est tu peux vraiment nous gentil. expliquer qui tu es, ce que tu fais quand même? Merci beaucoup. Je travaille pour Kills. Ça va faire maintenant 4 ans et demi que je suis avec Kills sur le Canada, et je suis la directrice du retail pour Kills au Canada, basée à Toronto. Madame, on va te vouvoyer tout de suite, puisque depuis tout à l'heure, on fait des blagues. Sophie, qu'est-ce que tu fais ici à la NRF? Qu'est-ce que tu es venue chercher? Alors, je suis venue accompagner à la NRF parce que justement, avec l'équipe de Kills au Canada, on recherche des partenaires, on recherche de l'inspiration parce qu'on veut vraiment pousser l'expérience du magasin Kills et l'expérience de nos KSP, qui sont nos associés qui travaillent en magasin. Et donc, on a des belles boutiques en propre au Canada, et ce qu'on veut faire, c'est pouvoir optimiser chaque année, chaque jour qui passe, optimiser vraiment l'expérience quand un client rentre dans nos boutiques, et le faire tomber en amour, comme on dit au Canada. Québec, au Canada. Alors, faire quel tomber type en de amour. solutions tu recherches? Des solutions qui vont gérer ce qu'on appelle les frontline workers ou Il y a plusieurs choses. Au niveau des frontline workers, ce qu'on recherche, c'est vraiment comment les garder engagés, et aussi comment être sûr qu'on a les talents nécessaires dans la boîte, mais aussi comment est-ce qu'on les garde. Donc ça, c'est super important. Mais après, il y a aussi toutes les solutions qui vont nous aider, nous, à servir les clients. Donc par exemple, on a un service de loyauté, un programme de loyauté. Ouais. Et ce programme de loyauté, comment est-ce que je peux l'optimiser moi aujourd'hui? Ça, c'est une question qu'on se pose tous les jours, parce qu'on veut justement... Là, on est en train de retravailler une implémentation du programme, mais est-ce qu'on a pensé à tout? Donc, être sûr qu'on a réfléchi à ça en 360 degrés. Tu nous parles des programmes retail en magasin. C'est quoi le lien omnicanal? Est-ce que tu communiques beaucoup avec le online, et c'est quoi les liens qui existent? Alors, le lien avec le omni-canal, c'est très intéressant parce que moi, je dis omni-channel, donc j'adore. Ouais. Je n'ai jamais traduit en fait dans ma tête comme ça en français. Hein. Je rappelle que je suis de Toronto, que je parle anglais tout le temps. Le lien avec nous, c'est créer une expérience qui est omni, c'est-à-dire créer une expérience où le client achète en ligne, mais aussi achète en boutique, visite la online et visite la boutique. C'est-à-dire que l'histoire que la marque raconte, peu importe la campagne, peu importe le moment de l'année, elle fait du sens no matter, peu importe où le client se trouve. J'ai un partenaire bien sûr dans l'équipe Kills au Canada qui lui travaille spécifiquement sur la plateforme. Donc on travaille en partenariat pour être sûr que en termes de tout ce qui est FSS, ça parle. Donc FSS, Freestanding Store. Donc tout ce qui est la boutique parle à la boutique en ligne. Et que la boutique en ligne ne soit pas seulement un site de transaction, mais que la boutique en ligne soit aussi, très très important, une vitrine de ce qu'on fait en magasin. Donc le client aujourd'hui, quand il rentre dans notre magasin, nous, ce qu'on veut, c'est lui dire « Regardez ce qu'on fait en ligne aussi ». Et quand il vient en ligne, lui dire « Regardez ce qu'on fait en magasin aussi ». Que l'un parle à l'autre, parce que ce qu'on voit dans nos trackers et ce qu'on voit dans nos chiffres, c'est que le client Omni a un panier beaucoup plus gros, et que le client Omni en sait beaucoup plus sur la marque et est beaucoup plus loyal, et qu'en plus de ça, il nous visite beaucoup plus souvent. Donc, faut investir là-dedans. Est-ce que tu peux nous raconter, Sophie, l'expérience Kills en boutique? Alors, l'expérience Kills en boutique, ça commence par l'être humain, puisque vous allez avoir un associé qui va vous recevoir dans sa tenue d'uniforme, son lab coat, comme on dit en anglais, donc son... Il a sa blouse. Oui, sa blouse de pharmacien, exactement. Et qu'ensuite, cette personne engage une conversation qui est à propos du client. Donc, on va s'asseoir, on va comprendre où en est votre peau, on va faire un diagnostic à l'aide d'un outil qui est sur un iPad, qui va nous en dire plus sur les recommandations qu'on va faire ensuite, non seulement sur les produits, mais aussi sur le style de vie que la personne devrait peut-être faire attention. Donc, par exemple, vous travaillez dans un bureau, ok, c'est peut-être l'air conditionné qui fait que votre peau est déshydratée en surface. Donc, on a aussi des outils qui nous
nous aide à faire ça, c'est-à-dire qu'on a une machine qui calcule le barrier strength, donc ça veut dire la force de la protection de la peau. C'est on a pas aussi... qu'un questionnaire, alors il y a vraiment des outils qui regardent, c'est ça. Et on a un autre outil qui s'appelle le Dermareader, qui est carrément une interface énorme en face de vous. Vous mettez le visage sur, comment vous dire, le menton s'appuie sur l'espèce de scanner. Exactement. Et ensuite, vous avez un scanner qui vient vous regarder la peau et on analyse tous vos signes de peau. Il y a 8 analyses qui sont faites. Ouais. La pigmentation, les rides, on regarde aussi au niveau de l'acné, etc. Donc, on va pouvoir avoir vraiment une analyse profonde qui est faite. Alors, à la suite de ça, on continue de parler. Nous, ça nous intéresse pas juste de parler du produit. Tout ça sans rendez-vous. Demain, je vais dans une boutique et il y a un associé qui peut me faire tout ça sans rendez-vous. Sans rendez-vous. Et à la suite de ça, ce qu'on aime avoir, c'est cette interaction, mais aussi aller au-delà du produit. C'est-à-dire dire, écoutez, moi aujourd'hui, vous allez retourner à la maison, mais j'ai envie de vous donner plutôt des échantillons plutôt que vous ayez un commitment à l'achat qui se passe aujourd'hui. Donc, ce commitment à l'achat, nous, on le cherche pas forcément tout de suite. Je préfère vous donner 4 samples, 4 échantillons que vous retournez essayer à la maison, puis vous revenez en boutique me voir, moi, Sophie, si ça vous a vraiment plu, plutôt donc que... la fidélisation, l'acquisition client, elle passe pas tout de suite par l'achat. Exactement. Elle va passer par le conseil. Exactement. C'est quoi, la consultation. C'est quoi tes gros challenges de cette année, les gros projets sur lesquels tu vas focus? Tu nous as dit l'amélioration, mais est-ce qu'il y a des gros challenges ou des gros chantiers en cours? L'énorme chantier de 2024, ça va être les services. Le serviciel en magasin. Le service, alors par améliorer service, ou créer des nouvelles choses. Ce qu'on entend, c'est les traitements. Okay. Donc le service, c'est-à-dire on part de la consultation, on rentre dans un service d'analyse et ensuite dans le traitement. C'est-à-dire que la consultation, c'est de savoir qui j'ai en face de moi, comprendre la peau de la cliente et comprendre qui est la cliente et comment elle prend soin de sa peau. Ensuite, on passe au service. Le service, ça va être maintenant, on va faire l'analyse après ça. Donc l'analyse de la peau, mais après ça, le traitement, on a par exemple des outils qui sont dans tous nos points de vente, dans toutes nos boutiques à travers le monde, vous pouvez les trouver. Ce qu'on appelle l'activateur. Et l'activateur, c'est une machine qui en fait a une température soit froide, soit chaude. Et quand on l'applique sur la peau après un sérum, par exemple, va aider le sérum à mieux pénétrer. Donc vous avez vraiment une efficacité du produit qui se fait ressentir tout de suite grâce à cet outil. Et donc, vous pouvez voir si le produit vous plaît. Et donc, ça aussi, ça va aider à la conversion parce que la cliente se dit, ah, génial. En plus, j'ai eu tout un traitement. Maintenant, vous pouvez revenir quand vous voulez et refaire ce traitement. On peut aussi revenir dans 6 mois, refaire cette grosse machine dont je vous parlais, là, le Dermareader. Allez, revenez dans 6 mois, on réanalyse la peau dans 6 mois. Et tout ça, il n'y a aucun frais. On le fait parce que ça nous fait plaisir d'aider nos clients à mieux comprendre leur peau. Et tu le fais sur l'autre côté. Est-ce que tu as toute cette data et vous en faites quelque chose? Toutes ces infos qui sont collectées. Parce que tu dois personnaliser à mort. Est-ce qu'il y a des choses proactivement? Alors, de ce côté-là, on a encore un tout petit peu de travail à faire. Okay. Mais la data, bien sûr, on la collecte via notre programme de loyauté. Et on la collecte aussi dans le système de consultation. Donc, quand on rentre toutes ces infos dans l'iPad, ensuite, l'email est envoyé à la cliente. Et bien sûr, nous, on a la data également. Il y a un potentiel de fou furieux de faire des choses. Justement, le serviciel, les services avec tout ce que vous avez collecté. Il y a plein de trucs à construire. Ouais. Oui, et puis surtout à les réinviter à revenir en magasin. Qu'est-ce qui te passionne dans ton boulot? Les gens. Ça a l'air hyper passionné, quoi. Voilà, les gens, mais les gens, c'est les collègues, tout le monde, les clients? Il y a plein de layers en fait dans les gens. Il y a les gens que tu rencontres en magasin parce que tu es en train de visiter un de tes magasins et puis tu es avec tes équipes et tu as une cliente qui rentre et puis voilà, tu t'occupes de cette cliente et là il y a un miracle qui se passe. Ou alors les gens, tout simplement tes équipes parce que tes équipes en magasin se donnent jour et nuit, j'ai presque envie de dire, parce que quand on est engagé dans une marque, on y pense jour et nuit. Et le retail aujourd'hui, c'est quand même assez difficile. Je veux dire, rester sur tes deux pieds toute la journée, à expliquer, réexpliquer, te réintéresser. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement... il y a une magie qui doit s'opérer. Tu dois être complètement... avoir la picouse, la picouse, être à fond dedans, passionné. Et après, chez L'Oréal, c'est encore une autre. Il y a des gens assez fabuleux qu'on rencontre, effectivement. Donc moi, c'est ce qui me fait rester chez L'Oréal depuis 10 ans, c'est les personnes que j'ai rencontrées et avec qui je travaille, que ce soit à l'international ou localement, et ça donne envie de continuer. Sophie, si on a envie d'en savoir plus et de te contacter pour connaître davantage les dessous de Kiehl's, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien. Je viens de révéler mon adresse voilà, c'est ça. Tu vas recevoir des milliers d'emails. On peut le trouver sur LinkedIn. Sur LinkedIn, voilà, c'est parfait. Et sinon, vous venez me voir à Toronto.
Est-ce que toi, tu viens à Paris de temps en temps? Je viens à Paris très rarement en fait, parce que notre DMI est à New York et en fait c'est un peu plus ici qu'on se retrouve. Et pour des fins personnelles, les billets d'avion coûtent très très cher de nos jours pour traverser l'Atlantique. Donc on a reçu plein d'invitations ces derniers jours pour venir au Canada. Je pense que c'est un signal fort, Laetitia, non, mais en fait, cette année qu'il faut qu'on aille au Canada. On a eu que des gens du Canada qui sont extraordinaires au micro, en plus. Et des trucs de ouf quoi. Non mais il y a des trucs de ouf au Canada. Attends, on a Drake déjà. Non, on va parler de déjà quand même. C'est un sujet qu'on se le dise. C'est un sujet de discussion qu'on a constamment. Non mais je ne sais pas d'accord ce gars et je trouve qu'il Moi je suis une fan inconditionnelle. Déjà sa musique, qui il est, je trouve beau et je trouve que c'est un fou du business quoi. Il a tout compris comment réinventer la passion et le business. Merci. Ensuite on a quand même été la terre de Justin Bieber. Faut se le dire. Justin Bieber vient de l'Ontario, donc on va quand même récupérer ça. Non, les Canadiens ont beaucoup de trésors. Non mais vous me regardez, mais j'en suis convaincu. Je suis pas sûr des mêmes arguments. Quand même, il y a eu Céline Dion. Enfin voilà, tu vois, il y a quand même des choses d'anthologie quoi. En termes retail e-commerce, il y a des trucs à voir où on est juste sur le people. Avec Shopify. Excuse-moi, Shopify. Non, Canadien, il y a plein de startups. On a des magasins qui décident aujourd'hui de s'implémenter. On dit bien en français. On dit s'implanter, je crois plutôt. En Amérique du Nord via le Canada. Là, on a eu des belles boutiques. On a des très très beaux shopping malls qui sont vraiment à visiter, où on a des concept stores qui sont créés au Canada. À Toronto notamment, on en a quelques-uns. Ça vaut vraiment le coup de venir jeter un œil. Donc on va venir. Ça fera partie de son prochain. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas autant de neige qu'au Québec. C'est vrai. C'est vrai. Non, nous on a c'est Laetitia qui a besoin de soleil et de soleil. Moi je peux être dans ma cave toute la journée. Ça mais apparemment il faut venir l'été au Canada, donc c'est magnifique. C'est magnifique. Sophie, merci beaucoup. Je retiens quand même qu'il faut que Laetitia continue à me fatiguer pour que je fasse des bruits dans les allées pour que tu puisses. Mais tu as fait un bruit tellement flagrant. Cette année, j'avais envie de t'aider, j'avais envie de venir vers toi, de tendre une main. C'était un joke justement. J'ai fait exprès d'exagérer, genre il y en a vraiment marre. Et en fait, du coup tu l'entendais, je m'en retournais et c'était rigolo. Et t'étais en face d'Ariani, boîte française, et donc je me suis dit tu dois parler français. Et là, je vois un Kills, je montre mon sac, mon tote bag. Oh Kills, mais non, c'est pas vrai. Une cliente. Et 10 minutes plus tard, on est autour du micro, donc voilà. On a la même coupe de cheveux. Voilà, c'est ça. Il y a un truc. Voilà. Merci mille fois de ta gentillesse, Sophie. Merci pour tout. Merci bon salon à toi et à très bientôt. À bientôt, Sophie. Merci. Et maintenant, on passe le mic à Benjamin de chez Drop. Et nous retrouvons Benjamin Bénichou de Drop. Hello Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Comment ça va Benjamin? Ça va très bien. Super, t'as le smile, t'as l'air trop heureux d'être là. Toujours, on est à New York, il fait un peu froid dehors, mais à l'intérieur du salon, ça se passe plutôt bien. On rappelle que tu viens de Los Angeles. Exactement, pas l'habitude de ce genre de climat. T'entendais Laetitia qui me gueulait dessus en français, tu t'es retourné, tu t'es dit des français. C'est vrai, il a dit, je parle français. Voilà, c'est ça. Et donc on est tout de suite venu te voir. Benjamin, un petit peu, explique-nous, c'est quoi Drop? Qu'est-ce que vous faites? Oui, je suis le cofondateur de Drop. Drop, c'est une plateforme de social commerce. Et en fait, en 2 mots, ce qu'on fait, c'est on permet aux marques et aux retailers de connecter leurs réseaux sociaux à notre plateforme et de commencer à capturer automatiquement leur audience qui va engager avec leur contenu qui publie automatiquement sur les réseaux sociaux. Et donc, au lieu d'essayer d'aller uniquement récupérer des adresses email ou des numéros de téléphone pour réengager avec son audience, on le fait directement sur le social media. Donc, ça permet d'avoir une expérience qui est plus adaptée, notamment pour les Gen Z, mais aussi qui est juste plus authentique, plus dynamique et très proche du contenu qui est publié par ces marques. J'imagine que tu travailles très étroitement avec les plateformes, notamment Instagram. Ça se passe bien avec eux? Tout à fait. On bosse. On est un des 3 partenaires privilégiés de Meta. Donc ça, c'est plutôt cool parce que sur les 3 partenaires, on va dire, on est la petite start-up, mais ils ont apprécié ce qu'on faisait d'un point de vue produit, les clients qu'on a pu ramener, les use cases aussi. Mais oui, on a une très bonne relation avec Meta. On a accès à pas mal de permissions API qui sont propres sur ce type d'expérience. Et l'objectif en 2024, c'est aussi de lancer TikTok. Donc on essaye d'ouvrir à plus de canaux pour couvrir un maximum de use cases. Benjamin, juste en termes de customer journey, si j'explique avec mes mots, je suis Adrien, je vais interagir avec une marque qui utilise Drop sur Instagram, je vais par exemple liker une publication et dans la foulée, je vais pouvoir automatiquement recevoir un message. C'est pas un email ou quelque chose, mais directement dans Instagram, la marque aura détecté que j'ai liké ce produit et je reçois un DM de la marque. C'est ça. Et l'innovation, elle est le fait que vous êtes imbriqué ou incorporé dans le social media. Ne sort pas de la plateforme. Exactement. Alors c'est à peu près ça. La seule différence, c'est que le like, c'est pas une forme d'engagement suffisante pour nous pour aller démarrer la conversation, mais en gros on peut engager des conversations avec à peu près toute forme d'engagement, donc un commentaire sous un post, une réaction à une story, une mention en story. Donc en fait la chose qui est hyper intéressante, c'est que aujourd'hui si tu suis une marque comme Nike sur Instagram,
et ils vont poster un contenu, tu vas aller laisser un commentaire sur la nouvelle paire de sneakers, en fait, il va pas se passer grand-chose pour toi, il va pas se passer grand-chose pour la marque. Nous, aujourd'hui, la différence, c'est si tu vas et tu laisses un commentaire sous un contenu de Courir, par exemple, avec qui on travaille aujourd'hui, mais effectivement, on démarre une conversation dans les DM. On va permettre à l'utilisateur en fait d'opt-in pour les messages. Donc c'est très poussé sur le consentement. On n'est pas là pour spammer les utilisateurs. On est vraiment là pour leur permettre de sign up, d'avoir une expérience plus interactive. Et ce qui fait encore une fois que si tu as montré de l'intérêt sur une marque ou un produit, et derrière on va pouvoir t'envoyer plus d'informations. On encourage toutes les marques à proposer on va dire des incentives un petit peu intéressants. C'est pas juste pusher des produits et des transactions tout le temps, mais c'est vraiment avoir cette possibilité de donner accès à du contenu exclusif, des perks et des bénéfices qui sont un petit peu différents de parce qu'on a l'habitude de voir sur les sites e-commerce. Benjamin, là, le workflow que tu es en train de nous décrire, j'ai l'impression que ça se passe très rapidement et que ça rapporte beaucoup de volume. Tout à fait. Donc il se passe combien de temps entre le moment où moi j'ai liké ou commenté un Reels et le moment où toi ta machine... Le message derrière, c'est instantané. C'est quasiment donc, instantané. Et encore une fois, on bosse avec donc des marques, on bosse aussi avec on bosse avec le Paris Saint-Germain, on bosse avec Jared Leto et son groupe de musique 30 Seconds to Mars. On a fait une campagne récemment où il a posté un Reel et il demandait à son audience de commenter leur son préféré de 30 Seconds to Mars. On se parle de dizaines, voire des vingtaines de milliers de commentaires. Exactement. C'est une technique très TikTokienne, ça. Incroyable, oui. Et là, l'avantage, c'est que non seulement on fait de l'engagement, mais en plus de ça, on génère des opt-in, on récupère de la data sur le consommateur et derrière, une fois qu'on considère qu'il est prêt à être exposé à un produit ou une offre, on va pouvoir lui pousser directement dans les DM. Et ça aussi, la transaction se finalise dans les DM. On n'a jamais besoin de quitter l'écosystème Instagram aujourd'hui. Benjamin, justement, tu viens de le toucher. Parle-moi de ROI un petit peu. Est-ce que tu as des métriques et des KPI que tu peux nous partager? Oui, tout à fait. Nous, aujourd'hui, on va dire la mission de Drop, c'est générer du revenu. Donc, soit générer du revenu en maximisant, on va dire, la rétention et le fait que les clients vont revenir et dépenser plus avec la marque, soit aller chercher des nouveaux clients. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est que, en fait, on bosse avec We The New. Aujourd'hui, en France, ils ont 1 million de followers sur Instagram. Ils ont commencé à travailler avec nous. On a capturé en l'espace de 2 mois quasiment 10% de leur audience sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez énorme. Et en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est quand ils ont regardé les adresses email qu'on avait capturées et ils ont fait un match avec leur base CRM aujourd'hui. En fait, il y avait un overlap qui était dérisoire. On se parle de 2% de clients qu'on avait nous capturés des réseaux sociaux qui étaient déjà des clients With The New ou qui étaient existants dans leur base CRM. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez fou parce qu'on se dit qu'on a capturé quasiment 100 000 personnes. Le potentiel, il est énorme. Ouais. Et en fait, je pense que c'est quand même beaucoup un a priori des marques aujourd'hui de se dire si c'est mes followers, c'est mes clients déjà. Alors qu'en fait non, le consommateur peut follow un compte engagé avec du contenu. Ça veut pas dire forcément qu'il est client aujourd'hui et donc ça c'est une opportunité qui est assez énorme. Benjamin, aujourd'hui vous avez des concurrents? Moi j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu un autre Drop. Les acteurs qui sont sur la partie création de chatbots, donc d'automatisation. Oui. Encore une fois, ça existe depuis 2016, je pense c'était un peu les premiers cas. Et nous c'est comme ça qu'on a commencé avant même de lancer Drop. On avait une agence marketing et on faisait des chatbots en 2016. Donc c'est un marché, une catégorie qui a pas mal évolué et qui là s'est démocratisé avec ChatGPT parce que il y a encore 1 an de ça, certaines marques nous disaient vous êtes sûr que nos consommateurs veulent engager avec des chatbots? Aujourd'hui, plus personne nous pose la question, tout le monde veut un chatbot parce que ça fait partie des nouveaux codes. Mais en vrai, toute la partie CRM, AI, commerce, effectivement, ça n'existe pas aujourd'hui sur le marché. On est la seule solution qui arrive avec genre end-to-end de capturer l'audience, faire l'engagement et être capable derrière de gérer la conversion et de prouver le revenu. Parce que c'est ça qui est important aussi. C'est cool de démontrer de l'engagement, mais c'est être capable de montrer aussi que les paniers moyens et les taux de conversion sont plus importants sur ce canal versus email et SMS. Benjamin, ce que tu nous décris là, c'est quelque chose que Mark Zuckerberg n'a jamais réussi à faire et on sait qu'il a envie de faire du social commerce, mais c'est compliqué pour lui. Peut-être qu'un jour, vous pouvez être racheté par Meta. Est-ce que c'est ce qu'on peut souhaiter? Peut-être. De toute façon, il y a pire, on va dire, comme conclusion de story. Mais aujourd'hui, le focus, encore une fois, on a un très beau partenariat avec Meta. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, d'une part, ça fait plaisir à l'ego, on va dire, de se dire que Meta a besoin d'une startup comme Drop. Surtout, hein. Exactement. C'est une startup. Et en fait, ça nous permet d'être beaucoup plus flexible, beaucoup plus proche des clients. Et je pense que quand on est une boîte comme Meta, mais tous ces gros acteurs de la tech, au bout d'un moment, on perd un petit peu le fil avec
qu'est-ce qui se passe sur le marché, qu'est-ce que le merchant a besoin d'avoir. Et donc là, ce qui est hyper intéressant dans notre relation avec eux, c'est qu'ils ont investi dans des produits publicitaires qui drivent des DM, qui drivent des conversations. Mais c'est des produits, encore une fois, s'il n'y a pas une solution comme Drop derrière, ils sont un peu useless. Ça marche pour les tout petits business, les salons de coiffure qui ont envie de recevoir des demandes de rendez-vous et ce genre de choses. Mais en fait, on a été un peu les premiers à utiliser ça at scale sur des campagnes où on allait recruter en masse et générer de la conversion tout de suite. Benjamin, comment on fait pour te suivre, pour en savoir plus? Vous pouvez nous suivre sur Instagram, donc c'est @usedrop.io, ça c'est notre compte donc si j'interagis Instagram. avec une de vos publications derrière, exactement, toute la machine, on tout fait un workflow. lien, vous pouvez gagner du merch sur notre compte Instagram. Je vais le faire. Et tout à fait. Et après notre site internet, c'est pareil, usedrop.io. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn aussi, Benjamin Bénichou. Super. En dehors du bien. social commerce, je poste beaucoup sur les sujets de generative AI et parce que c'est un sujet qui est assez intéressant. Souvent on le voit, les marques, en fait, quand ils ont besoin de faire des campagnes at scale, ils ont aussi besoin de créer du contenu at scale de manière automatisée. Et donc, ils utilisent les outils. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup de succès pour cette édition. Et puis, à très bientôt. Merci, Benjamin. À bientôt. Merci, enchanté. Merci beaucoup, Benjamin. Et on a continué avec David Alexandre, avec David de SAS, qu'on avait déjà rencontré l'année dernière, il me semble. Ou en tout cas, il est déjà venu dans le podcast. On l'écoute tout de suite. Et nous retrouvons David Alexandre de chez SAS. Hello David. Hello, Salut Laetitia. David, coucou. Hello Adrien. Comment ça va? Ça va très très bien en fait. La journée a été longue aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup d'activités. C'est le deuxième jour de la NRF. Exactement, lundi soir. Et voilà, exactement. Il nous reste encore une journée et puis après, on va pouvoir rentrer. Ça passe très vite, sur la France. Ça passe super vite. Ça passe très très vite en fait. C'est très la intense. gestion de la frustration. Tu sais que du FOMO, tu sais que tu verras pas tout et faut juste l'accepter. Voilà, exactement. C'est la gestion du stress en 3 jours. David, tu peux nous rappeler qui tu es et puis ce que tu fais pour SAS? Oui, donc en fait, je fais partie en fait d'une team qui s'appelle Retail Line of Business. Donc on est vraiment expert du retail et on apporte en fait de l'analytique et des solutions en fait analytiques aux retailers. Tu parles français, mais ton périmètre, il est global. Alors, parfois, c'est sur certaines régions, mais moi, je t'associe à Monsieur Retail Monde, qui comprend l'Asie, qui comprend les États-Unis, qui comprend l'Europe. Je te survends pas, on est bien d'accord, David? Oui, tout à fait. En fait, je travaille avec différents types de clients et il y a aussi un gros focus sur l'Asie-Pacifique. Donc, l'avantage, en fait, c'est de pouvoir partager les use cases et l'expérience qu'on peut trouver chez différents retailers. David, qu'est-ce que tu es venu faire à la NRF? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Alors à la NRF en fait on a un stand et on reçoit en fait ça nous permet en fait de rencontrer différents clients en un seul et même endroit. Donc aujourd'hui en fait ce qui est important c'est de rencontrer le client, de pouvoir interagir avec lui et surtout de pouvoir lui apporter en fait une vue sur un scope beaucoup plus général, beaucoup plus élargi. Donc l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir discuter, de pouvoir collecter en fait ces retours d'expérience, ces challenges et de pouvoir travailler dessus. Donc tu discutes avec tes clients et puis là le mot que tout le monde a à la bouche c'est Gen AI. C'est quoi là la position de ça sur la Gen AI? C'est quoi la narrative, l'histoire que vous racontez en ce moment? Bon, alors c'est un peu un buzzword le Gen AI et on s'est aligné en fait dessus pour justement suivre cette tendance qui est mise en place. Donc le Gen AI aujourd'hui c'est toujours innovatif. C'est quelque chose qu'on va utiliser, qu'on planifie d'utiliser. Aujourd'hui, on en est vraiment au tout début et on utilise en fait le Gen AI plus pour apporter des réponses au business qui se posent des questions. Et aujourd'hui, en fait, on en est vraiment au tout début. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'analytique avancée pour fournir en fait des réponses. Donc on va faire tourner des modèles, on va faire voir comment ça peut prendre une certaine direction, mais encore une fois, il faut guider cette analyse. David, tu as assisté à une conférence à ce sujet-là, je crois que c'était Levis qui prenait la parole. Oui, alors pour Levis, c'était assez intéressant parce qu'ils ont un nouveau CIO qui est arrivé et qui a pris sa position. Et elle a positionné beaucoup en fait l'omnicanalité et le retour des magasins. Et dans ce cadre-là, en fait, il y aura aussi la problématique de savoir si on retourne dans une stratégie de magasin, comment gérer en fait les produits qu'il va falloir avoir en magasin et comment on va pouvoir gérer aussi le fait que à travers l'omnicanalité, l'assortiment est bien répertorié dans les différents canaux de communication.
Si je reviens sur le sujet de la Gen AI, je comprends que la maturité elle est très basse. Vous êtes une data company, donc vous êtes les mieux positionnés sur ce secteur pour en parler. C'est quoi les use cases que tu vois pour les retailers? Alors pour les retailers, c'est assez simple en fait. Il y a toujours l'idée de se dire il me faut des faits concrets pour pouvoir prendre des décisions. Donc au départ, on part toujours d'une idée en fait. On doit élargir son assortiment, on doit avoir un assortiment qui va répondre aux besoins des consommateurs. Aujourd'hui, le consommateur, il est capable d'être sur du online, dans un magasin, commencer son expérience sur une interface d'internet et venir après dans le magasin prendre son produit ou ramener son produit après par la suite. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de savoir quelles sont les bonnes décisions qui peuvent être prises au travers en fait de l'analytique avancée. Donc l'analytique avancée va permettre de répondre à beaucoup de questions et de se dire voilà, dans quel cas je vais pouvoir aller avec cette décision-là et quels sont les risques qui sont engendrés par cette décision-là. Donc on va poser beaucoup de questions et on attend beaucoup de réponses par rapport à ça. David, tu as des petites prédictions à nous partager pour cette année 2024 dans le retail. Qu'est-ce que tu pressens? Oui, alors pour le retail, il y a des petites informations qui commencent à venir en fait. L'effet en fait du Covid, le changement en fait de stratégie par rapport à la disponibilité des produits, le fait que ça a été assez compliqué pour certains retailers de maintenir en fait cette activité-là, les prix aujourd'hui. C'est très très compliqué en fait de se positionner par rapport au bon prix. Il y a beaucoup de discussions autour de ça. Donc voilà, la tendance que je dirais, c'est que pour l'année 2024, il va falloir en fait stabiliser cette situation et prendre les bonnes décisions pour générer en fait la profitabilité et la rentabilité pour les retailers. Et ça, c'est quelque chose qui est global. C'est pas uniquement ce que c'est quelque chose qui est global. On le voit apparaître vraiment de partout. C'est vraiment stabiliser les revenus qui sont générés, la profitabilité et justement diminuer les coûts. Donc pas de surstock, pas de produits où il n'y a pas de demande. Vraiment être très proche du consommateur et anticiper en fait la demande. David, dernière question. T'es optimiste ou pas pour cette année pour le retail? Oui, je pense que ça va repartir. Et il y a beaucoup de paramètres et encore une fois, c'est global, c'est compliqué. Il y a encore. Tu peux convaincre Laetitia parce qu'elle est pessimiste. C'est vrai. Bah, écoute, moi, je suis optimiste aussi, donc je suis dans ta team. Moi, je suis d'une nature optimiste et je pense. Alors vas-y, partage ton optimisme. Et je pense vraiment qu'on va remonter la pente et que le retailer va pouvoir reprendre, notamment aussi avec les négociations avec les fournisseurs et ainsi de suite, va pouvoir reprendre en fait une direction qui va redonner en fait du peps au retail. Merci beaucoup, David. Merci, David. Comment est-ce qu'on fait pour te contacter, pour prendre un verre avec toi? Comment ça se passe? Écoutez, vous pouvez me contacter sur mon adresse email. Donc, c'est david-alexandre.laurie, laurie@sas.com ou tout simplement sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter à tout moment. Merci mille fois, David. Merci, David, pour cette analyse. Au plaisir de nous voir très vite. Et comme à l'habitude, je crois que c'est la 2e ou 3e fois que tu viens au podcast. Donc, certainement, à minima, l'année prochaine, on se revoit ici à New York. Merci encore. Merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup, Adrien. C'était très agréable. À bientôt. À bientôt. Et maintenant, nous terminons avec Bernadette de chez StoryTap. Et on se retrouve aujourd'hui sur le stand de StoryTap avec Bernadette. Bonjour Bernadette. Bonjour Bernadette. Bonjour. Ça va bien Bernadette? Oui, ça va très bien, merci. Bon, ton français est impeccable parce que tu es canadienne et que tu viens de Montréal, c'est ça? Non, mon père, il est né de France. Alors, j'apprends un petit peu de ma grand-mère en France, mais quand je suis jeune. Alors, je suis plus âge maintenant. Mon français, c'est pas fantastique. Ton français est parfait. Bernadette, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ici à la NRF? Oui, je suis le CEO et co-founder de StoryTap. StoryTap, c'est une plateforme pour vidéo, beaucoup vidéo, pour e-commerce, shoppable, for site visitors to binge watch a brand and
sell more. Tu nous as donné l'exemple qu'on voit beaucoup. C'est aujourd'hui, en tant que consommateur, on est sur YouTube Short, sur TikTok, on binge-watch les vidéos et Ouais. c'est ce que tu proposes pour les commerçants, pour les retailers, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a 3 produits à vidéo pour le website pour une brand. C'est incroyable pour engagement, conversion, and of course, binge watching to sell more. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, Bernadette, je te parlais de metrics. Oui. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres sur justement la conversion? Comment est-ce que la vidéo vraiment a un ROI sur un site e-commerce? Oui, c'est incroyable pour vidéo. Maintenant, most websites, c'est juste texte et photo. C'est un problème. Avec vidéo, tu gagnais 2% incremental revenue. Et alors, 40%, 40% conversion. C'est incroyable avec vidéo parce qu'une personne qui vient à le website watch 3 de 10 vidéos et après ça, acheter quelque chose. Quand tu regardes une vidéo, tu es beaucoup plus engagé Ouais, avec le site. emotion. Le message, il passe mieux. Voilà, les émotions. Et il y a une chose, je ne sais pas si on l'a dit, Laetitia, mais c'est les vidéos, c'est des vidéos UGC. C'est des vidéos qui sont faites par les consommateurs. Oui, c'est Donc ça. c'est très authentique. Oui, très, très authentique. Oui. Toi, ta technologie, elle propose un standard pour fabriquer des vidéos, c'est ça? Oui, c'est StoryTap qui fait tout. D'accord. Ouais. Ok. Tu peux revenir sur dans le Customer Journey. J'ai adoré quand on est venu sur le stand. Tu nous as tous expliqué les différents touch points avec Ouais. les clients sur les vidéos. Tu peux revenir dessus parce que ça commence très tôt et ça finit très tard. Et je trouvais ça intéressant. J'essaie à la homepage. Voilà. À la homepage, avec vidéo, the customers become inspired and browse and can buy products directly from the video to add to cart. Après ça, the product page, there they want buyer confidence. So they're going to watch personalized video that makes sense to them, that's relevant to them. So they will select, maybe if they're female, they will watch female. If they're, older, they may watch age may play a role. Et après ça, they may have a question and they can ask question and see video answer to La see FAQ. their answer. Ouais. Sur la FAQ. C'est Ouais. les FAQ vidéo. Oui, c'est ça. Donc il n'y a c'est plus ça. de texte. Aujourd'hui, c'est la vidéo qui va répondre aux questions Ouais. des consommateurs. Et Et par tous les les langues consommateurs. aussi. Et C'est ça par qui a- les ouais. consommateurs. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu connais l'application Temu? The Chinese application Temu? Oh, no. Okay. No. They do that. They Ouais. use UGC from the consumer. So Ah ouais, it sounds a bit familiar. China is difficult for us, but Yeah. everywhere else, we're in every language. Yes. Tu as tout à l'heure en off, tu nous as parlé de ce concept de social commerce. Ouais, et j'aime social bien parce qu'en commerce, fait, ouais, c'est ça. tu amènes le social commerce sur le site. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ta vision ou ta sensibilité au social commerce, comment tu définis ça et qu'est-ce que vous faites Oui. exactement? Maintenant, je pense que c'est dur pour un brand to sell social media. C'est difficile. C'est pas facile. Hein? Quand tu vois une vidéo à TikTok, c'est dur pour acheter quelque chose à TikTok. Alors, we believe at StoryTap, those videos should be on your website because without them, people are going to YouTube and TikTok and you lose your customers. They're gone. T'es plus en contrôle. Alors, you keep them on your site, you sell them on your site. Ouais? Donc toi, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile de vendre sur les applications. Il faut sortir de l'application, mais avoir un super website Ouais. qui propose de la vidéo. Correctement. C'est quoi le plan de StoryTap pour 2024? Qu'est-ce qu'il y a dans la roadmap? On Tu veut les viens en secrets. France? On veut les secrets. Oui, à mois de mai, je viens en France. J'ai des activités pour prendre le meeting en France, mais to grow. We're hiring, we're growing. It's very exciting time for video. Et tu nous as dit quelque chose d'incroyable, c'est le partenariat avec la NRF. Je sais pas si tu as le droit d'en parler. Tu peux nous dire ce que tu nous as dit tout à l'heure avec le salon? Oh oui. Je vais faire 300 vidéos pour NRF comme ça. Et we've partnered with NRF for the last 5 years. C'est incroyable pour Quand on nous. va sur le site de la NRF, Ouais. et toutes les vidéos qu'on voit, c'est toi. Ouais, c'est nous. Ah, c'est incroyable. Bravo, Ouais. félicitations, Bravo. c'est incroyable. Le design de ton stand est extraordinaire et c'est pour ça que Laetitia s'est arrêtée parce que elle est toujours attirée par les belles choses. Donc félicitations aussi Oh, pour fantastique. Et quand pour on le a stand. entendu que c'était une female founder, on a dit Ouais. OK, go. Ouais. Merci. C'est Mais merci fantastique. à toi. Alors, comment est-ce qu'on peut te contacter? Comment est-ce qu'on peut découvrir plus d'informations sur StoryTap? Bernadette at storytap.com ou storytap.com. Et on Ok. mettra ton lien LinkedIn, comme ça les gens pourront te contacter sur LinkedIn également. D'accord? Ouais. Merci D'accord. beaucoup. Merci, Bon Merci salon Bernadette. beaucoup. à Merci toi. Thank you. beaucoup.
Laetitia, on arrive à la conclusion de cet épisode, de ce long épisode. En conclusion, je te propose comme hier, je vais te dire mes 2-3 points de conclusion. Vas-y. Et puis ensuite tu Allez, vas me je dire les tiens. t'écoute, je suis tout oui. Le premier, j'ai pas du tout respecté ce que j'avais dit hier, qui était faire un max de conf. En fait, j'ai fait le contraire, mais j'ai adoré cette journée. C'était la journée de la sérendipité. C'est ce qu'on s'était dit. Tu vois, c'est quand même une profession de foi. J'aime bien utiliser cette expression, c'est de se dire on y va, on prévoit rien, on y va, on va se balader, on va juste découvrir des choses qu'on ne sait pas. On a rencontré un max de personnes. Non, c'est vrai, non? Oui, c'est à moitié vrai. Hein. Avec Adrien, il n'y a pas trop de place Oh là là, on au parle de hasard ça dans l'agenda. Ça, l'agent de sofa et tout ça. Non, pas du tout. Il y avait un créneau de 2 heures. On se dit, on va se balader. Il y avait un créneau qui était bien millimétré pour justement les rencontres hasardeuses. Je veux mon app pour pouvoir me plaindre et faire des feedbacks sur mon manager. Alors bref, sérendipité, j'ai adoré, plein de rencontres, plein de tech incroyables et des tech bidons. En fait, tout ce qui est nul, on n'en parle pas dans le podcast, donc peut-être il y a plein de trucs qui sont inintéressants, mais sur ça, j'étais très content. Deuxième, c'est un peu le fourre-tout, les goodies. Mais il n'y a rien, qu'est-ce qu'on va ramener à nos enfants? Mais j'allais le dire, je vais prendre des trucs pour mon fils. J'ai une mangue, une mini mangue en mousse. Non, une mangue en mousse là qu'ils nous ont donné, des autocollants de super-héros qui sont complètement froissés parce que je les ai mal mis dans le sac. Le fait que ça se finisse à 17h, c'est vraiment un scandale. Non, attends, ça se finit pas à 17h, on nous fout littéralement dehors à 17h. Ouais, c'est tôt. Alors on va pas faire les bourreaux du travail. Ils nous jettent. Tu vois, quand on s'organise pour travailler, enfin pour faire ce qu'on fait et qu'on voit à 16h30, il faut dégager, la journée passe très vite. Bon, après on commence la journée à 11h, donc c'est peut-être pour ça. Non, je déconne, je rigole. La bouffe, quelle bouffe? On mange pas. On y vient, enfin. Ça non, il y a rien. Alors, attends, je comprends pas. Quelle bouffe? Bah non, mais franchement, on n'a pas le temps, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Oui, on n'a je pas ne le temps te de donne manger. pas le temps, tu vas te plaindre on peut au le RH. dire au micro. Ouais, exactement. Bon, bref, on n'a pas le droit de manger quand on travaille avec Adrien. Et enfin, le coin presse, mais là, ça fait vraiment les gens qui crachent dans la soupe. Il n'y a pas de coin presse, c'est nul. Donc, il n'y a pas d'endroit pour se poser. Non, il y a un coin presse qui est très mal agencé où on est très mal reçu. On peut le dire. Donc, pareil pour nous, c'est dans des conditions, bon, ça, on se plaint, on est vraiment dans nos petits trucs où on a des conditions un peu difficiles pour faire prendre nos notes, nos rendez-vous, etc. Et enfin, dernière chose, les grosses boîtes. Pourquoi j'ai mis ça? Les grosses boîtes caca, les petites boîtes bisous. Mais non, mais en fait, tu vois, c'est toujours la même chose et c'est de pire en pire. Toutes ces grosses sociétés, je vais citer les Workday, les Shopify, les Salesforce, etc. Quand tu te pointes là-dessus et que tu veux parler à quelqu'un, il y a 50 personnes de validation, de machin, de trucs, c'est très compliqué et donc ça donne pas envie. Et par contre, les petites boîtes où tu vois les fondateurs tout de suite, ou même pas les petites boîtes, mais d'autres boîtes où ça va beaucoup plus facilement, ils te donnent du temps, ils te parlent de ce qu'ils font, c'est beaucoup plus agréable. Donc je retire, mais comme d'habitude dans ces salons, c'est superbe d'aller voir les plus petites sociétés, les grosses boîtes, finalement ça donne pas envie d'aller les voir, on n'apprend pas grand chose. Et dernier point, et je m'arrête avec la journée, je continue à positiver. L'année dernière, hier j'étais optimiste, aujourd'hui je continue à être optimiste sur 2024, le retail. T'es d'accord avec moi ou pas, Laetitia, avec ces petits points? Sur l'optimisme? Ouais, par exemple. Ouais, écoute, je trouve pas que cette édition soit particulièrement optimiste. T'es toujours pessimiste sur le retail de cette année. Peut-être que demain tu changeras d'avis. Je suis toujours pessimiste. Il faut quand même mettre beaucoup de budget, beaucoup d'investissement. Et la réalité, en tout cas de nous, de nos retailers en France, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Mais on parle aussi de back to basic et de faire les choses avec moins d'argent. Back to basic, c'était ça aussi l'année dernière. Donc, on découvrait le back to basic avec la merde et la supply, etc. Finalement, en fait, ça doit être une constante, le back to basic. Donc non, moi, je suis beaucoup moins positive, notamment au regard du retail français et de l'économie européenne. Laetitia, c'est quoi un petit peu ta conclusion de la journée? Ma conclusion, écoute, je le dis souvent au micro quand on voyage, ça parle toutes les langues dans les salons auxquels on assiste, en tout cas à l'international. Mais là, ici, ça parle forcément anglais. Il y a les Français, pas tant que ça finalement, beaucoup de Canadiens aussi. Beaucoup de Canadiens. Alors ma déclaration d'amour au Canada, et puis aussi beaucoup de Brésiliens. Et moi, je ne comprends pas ce qu'ils font là. Enfin, c'est pas que je veux pas qu'ils soient là, mais j'aimerais savoir pourquoi il y a autant de Brésiliens, qu'est-ce qui les a motivés à faire le voyage, est-ce que le Brésil a de l'innovation à nous apporter. J'ai pas vu à part Vtex bien évidemment, mais j'ai pas encore vu de tech brésilienne. Donc je veux comprendre, je veux percer ce mystère. C'est l'année du Brésil, pourquoi? Peut-être que NRF, c'est sa strate aussi de s'ouvrir, d'inviter. On sait pas trop. Faudrait demander la délégation. Ouais, faudrait voir avec la délégation. Combien de personnes viennent. Je sais pas si on aura accès à ces chiffres. Peut-être des fois, le dernier jour, ils montent les stats des personnes qui viennent. Mais je suis d'accord avec toi. On a parlé avec des Brésiliens, tout simplement. Oui, mais ils nous ont jeté hier qu'on leur a parlé. Oui, c'est vrai. On a trouvé le Laetitia Adrien brésilien, mais ils nous ont regardé bizarrement. Non, ils nous ont regardé et parlé bizarrement, de manière générale. Bon. Autre chose, Laetitia, en conclusion de cette journée? Bah, écoute, ce que tu disais en introduction, tu disais c'était ciao Lenas pour le paiement. Alors, c'est pas vraiment ça, moi, que j'ai retenu. C'est que le paiement, c'est plus une solution de
transaction. C'est vraiment pour moi présenté. Je trouve que le marketing a changé autour du paiement. C'est vraiment présenté comme le noyau dur de la customer journey. On les voit vraiment dans du customer experience, là où avant, ok, nous on fait de la transaction, on fait de la money et on est les kings du ring. Là, tout doucement, ils s'incrustent, ils se faufilent, ils sont au milieu de toutes ces applications et ces solutions de la customer. Les stands ont changé, le message a changé, l'approche a changé et surtout, ils sont beaucoup moins techniques. Avant, c'était très technique, sur l'intégration, nanana. Là, le message est beaucoup plus simple. Je sais pas si c'est moi qui ai vraiment upgradé toutes mes connaissances en paiement, mais en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus accessible. Je trouve qu'ils communiquent tous de la même manière. C'est très difficile de les différencier. Ils sont tous à t'expliquer dans combien de pays ils sont, dans combien. Mais parce qu'ils font tous la même chose. C'est exactement la conclusion. Ils font tous la même chose et autant il y a encore 18 mois, 24 mois, il y en avait qui proposaient le BNPL ou certaines choses, etc. Du récurrent si tu veux. Là, ils font tous pareil, donc c'est encore plus difficile de les différencier. Donc non, moi je trouve ça très lisse et peut-être pas intéressant. Mais encore une fois, après on a chacun notre sensibilité, mais donc t'as peut-être raison. Le message c'est lissé justement. On n'est plus dans un message où on est les meilleurs et voilà. Et le message c'est lissé vers du customer journey. Là où je trouve que ça c'est plus commoditisé, donc peut-être pas customer journey, mais je sais. Bon, finalement on dit la même chose mais de manière différente. Comme toujours. Donc voilà. Mais donc il y avait beaucoup de fintech ou pas, tu trouves? Ouais, bah oui, il y en a toujours beaucoup. Bah, elles sont toutes là, principalement. Et après aussi, il faut dire que Apple avec le Tap to Pay, et alors ils sont pas présents, mais toutes les plateformes e-commerce communiquent sur le Tap to Pay. Donc finalement, est-ce que la seule et unique méthode de paiement, ça va pas être du Tap to Pay, donc en boutique et finalement de l'Apple Pay sur de l'online, quoi. Laetitia, demain, ça sera quoi la journée? C'est quoi c'est la dernière journée? C'est la dernière journée. On va falloir encore aller découvrir. Non, bah, écoute, on va encore aller découvrir. Suivre ton agenda millimétré. Exactement. Alors, moi, je te préviens, je mange, hein, donc tu vas devoir t'arrêter 5 minutes. Et puis on va continuer à aller assister aux conférences. Donc au micro je suis un tyran, c'est ça? Qui ne comprend rien. Ok, c'est très bien. Bon bref, non, en fait c'est pour demain, cette dernière journée, ça va passer très vite. On a des conférences, on a encore des points, on a découvert des startups de fous furieux. On espère pouvoir demain avoir des interviews avec certains francophones. Donc on vous tiendra au courant et on commence à voir se dessiner justement toutes ces tendances. On fera demain un dernier épisode ou peut-être on verra si on fera un dernier épisode. C'est demain le dernier épisode. C'est demain, ouais. Okay. C'est demain, voilà. Eh bien, à demain tout le monde. Merci beaucoup. À demain, merci. Au revoir. Computer, procédez au super moite-moite.